et qui se pose la question de savoir quel est le rapport qu'il y a entre les pêcheurs du Waalo et les pêcheurs de Guet-Ndar. Et il m'a été donné de lire que une partie de la communauté du Waalo, des pêcheurs, mécontents du BRAC, qui a voulu imposer des restrictions, ils se sont embarqués et ils sont arrivés à s'installer au niveau de Guet-Ndar, qui était à l'époque le Guet. Il n'était pas encore la plateforme des pêcheurs. Donc le premier noyau de peuplement de Guet-Ndar serait venu des pêcheurs du Waalo, hein, les pêcheurs du Waalo. Alors, c'est une hypothèse, on y réfléchira et les chercheurs vont confronter leurs opinions sur cette question, comment les pêcheurs du Waalo se sont retrouvés à côté des Sérères. Hein. La famille Sen, à l'origine, serait des Sérères. Alors donc, comment les Sérères des terres de la savane se sont reconvertis en des gens de la mer? Ce sont un certain nombre de questions que le professeur Ablaye Sen va pouvoir nous permettre d'avoir des éléments de réponse, en tout cas au moins d'ouvrir les pistes de réflexion. Et je suis sûr que les hypothèses de Ablaye Sen seront également discutées par notre ami Bouba Diop, hein, l'anticuisant féru des questions d'origine, hein, et d'étymologie, qui également reviendra sur cette question-là. Donc je voudrais simplement vous dire que celui que nous avons choisi pour faire la conférence, c'est un homme du terroir. Hein. C'est un homme du terroir qui est resté lié au terroir, préoccupé par le terroir, mais surtout préoccupé par ce que le terroir représente au niveau de toute la communauté de Ndar, de Saint-Louis. Hein. Si nous considérons Guet-Ndar comme un noyau extrêmement important, et c'est un noyau qui, on le verra à travers également les communications et les délocalisations de ces parties de cette communauté que Pape Touti va nous présenter, on verra que Guet-Ndar a essaimé au niveau de tout Saint-Louis, n'est-ce pas? Et je crois que c'est un peu une des particularités de Guet-Ndar, et Ablaye Sen, qui est cet homme de terroir, en même temps chercheur, s'est orienté sur sa communauté. Un de nos vieux maîtres nous disait qu'il y avait il y a deux types de chercheurs. Vous avez des chercheurs qui vont à la recherche de leurs racines, qui donc étudient leur société, et d'autres chercheurs qui s'orientent vers les autres sociétés, les autres communautés, donc qui étudient les autres sociétés. Donc ce sont entre l'interne et l'externe. Hein, on le retrouve également dans la communauté des chercheurs. Et Ablaye Sen fait partie de cette communauté des chercheurs qui utilisent les instruments d'investigation combinés au savoir-faire de la communauté pour pouvoir rechercher et déconstruire sa propre société, la société de Guet-Ndar, dont l'activité principale est la pêche. Donc tous ces travaux scientifiques ont porté sur la pêche, la communauté des pêcheurs de Guet-Ndar, et Ablaye, qui enseigne à l'Institut sociologue de formation, il enseigne à l'Institut des sciences de l'environnement, et qui a ensuite conduit plusieurs missions d'évaluation de l'impact environnemental sur les phénomènes. C'est également un grand spécialiste de l'environnement et des études d'impact. Ablaye a été également président du conseil d'administration de l'agence qualité de l'enseignement supérieur, n'est-ce pas, l'ANAQ-Sup. Donc, nous avons une opportunité d'avoir un homme ouvert, hein, un homme du terroir, mais un homme ouvert sur les questions de l'environnement, sur les questions de la qualité de l'enseignement supérieur, sur les questions de l'environnement de façon générale,
Et c'est lui, en sa qualité de président du conseil scientifique de ce colloque. Je voudrais le remercier pour toutes les dispositions prises à la fois pour la préparation de cette conférence qui aurait dû se tenir depuis le mois de mars 2020, mais que la Covid nous a amené à reprogrammer. Je crois que cette reprogrammation est également une bonne opportunité parce que nous avons eu la possibilité d'avoir d'autres amis. Patrick, qui est venu de Belgique, nous rejoint et a tiré profit de cette opportunité-là. Donc, Ablaye, nous sommes tous là pour vous entendre, ouvrir la réflexion. Encore une fois, la conférence inaugurale, ce n'est pas une conférence pour discuter, c'est simplement pour planter le décor. Et ensuite, maintenant, les différentes sessions seront l'occasion de discuter les problématiques qui sont soulevées, n'est-ce pas? Donc, vous avez la position de celui qui va dire le mot, et sans contradiction, parce que ce que vous allez dire, tout le monde va encaisser, tout le monde va réfléchir sur cette réflexion, sur ce que vous avez dit, et n'aura pas la possibilité de réagir. Je voudrais en profiter, je vois là notre ami Jean-Pierre Dozon, qui est connecté depuis Paris et qui aura à diriger une des sessions du mardi, et qui nous a également beaucoup aidé dans la recherche des moyens pour l'organisation de cette conférence. C'est pour ça que vous avez là la Fondation des Maisons des Sciences de l'Homme. Nous avons pu avoir un appui de cette institution grâce à Jean-Pierre Dozon. C'est également l'occasion de remercier le programme d'études africaines de l'Université de Toronto, à travers la personne de notre sœur Mariam Soda Lo, qui interviendra le mercredi dans le cadre du futur de Gendar, une Gendarienne qui a tenu à apporter sa contribution financière à l'organisation. C'est la même chose également pour la Société sahélienne d'ingénierie qualité, qui également a contribué au financement, et d'autres individus qui, dans l'anonymat, nous ont apporté leur appui. Donc, j'en profite donc pour remercier, et je voudrais passer la parole à notre ami Ablaye Sène. Bonjour tout le monde. Assalamu alaikum. C'est aujourd'hui un grand plaisir pour moi d'être ici devant des amis, des collègues, des connaissances avec qui j'ai partagé un certain nombre d'activités. Mais particulièrement à Gendar, la question devient une question importante, particulière également. D'accord. Ok. Donc, je voudrais remercier tout le monde d'être à cette réunion, à cette rencontre aujourd'hui, et qui est vraiment une rencontre, j'allais dire, familiale, amicale, avec beaucoup de collègues avec qui nous avons traversé toute une histoire de la recherche également au Sénégal. Vous avez fait allusion tout à l'heure à Jacques Faye, dont je salue sa mémoire. Jacques qui était mon grand frère, je peux dire, qui m'a accueilli ici, au Sénégal, pour pouvoir faire cette étude-là, porte sur les transformations sociales dans la pêche maritime piroguière. Jacques a été le premier scientifique sénégalais à croire à ce que nous allons faire sur Gendar. Nous étions à l'époque 2 chercheurs, tous d'origine saint-louisienne, qui étaient intéressés par la pêche, mais l'un était intéressé par la scène de plage de Thiaroye, et qui a travaillé finalement sur la Casamance. Je pense à Chimère Marito Diao, et moi qui travaillais sur Saint-Louis, sur Gendar.
je ne peux pas cesser de penser à Jacques, tellement que nous avions des relations très fortes. Donc, que ce soit par l'IPAR aujourd'hui, que nous venions présenter une idée qui est sortie comme ça, de discussion, mais vraiment de discussion anonyme avec Babacar Fall et Babacar Gaye Fall également. Walikoum salam. Cette idée a avancé. Oui, poursuivez. Cette idée a avancé pour donner le format que nous connaissons aujourd'hui à travers une conférence internationale sur Guet-Ndar. Et on était loin de douter que d'autres chercheurs, bien sûr, on connaissait certains déjà, mais d'autres également ont travaillé, des plus jeunes que nous aussi, ont travaillé sur les perspectives de Guet-Ndar. Mais je voudrais saluer ici la présence de quelqu'un. Pas parce qu'il a été mon premier photographe, celui qui m'a donné la première photo d'identité en étant un élève à l'école Brière de Lille. Je veux parler du conservateur du musée, M. Adama Sylla. M. Adama Sylla est une icône de Saint-Louis. Adama à lui seul est un musée. Je voudrais, s'il vous plaît, l'applaudir maintenant. Adama, s'il vous plaît. Adama, levez-vous, s'il vous plaît. Il a toujours gardé sa modestie. Adama est guendarien. Et à lui seul, il peut dire tout ce que je peux raconter, discuter avec vous. Adama connaît les méandres de Guet-Ndar, dans son passé et dans son actualité d'aujourd'hui. Donc vraiment, Adama, sa présence m'est très importante. Hein? Je le ressens vraiment. L'autre aspect aussi qu'on doit tenir en compte, c'est comment on est intéressé à ce travail-là, à faire ce travail. C'est vrai, un sociologue, bon, comme Babacar l'a dit autrement chez un historien, moi, un sociologue travaille d'abord sur sa propre société. Mais moi, ce qui m'a intrigué le plus, c'est comment j'ai pu, en tant que guendarien, sortir, échapper à la pêche. Cette question m'a intrigué. C'est vrai, j'y entrevois également des questions qui sont des questions, j'allais dire, de convenance sociale, mais également des questions qui relèvent de transformation d'une communauté dans un environnement bien déterminé. Et le rôle que ces gens-là ont joué dans la constitution de Saint-Louis, d'une manière générale, extrêmement importante et qu'on semble négliger au point de reléguer Guet-Ndar à une sphère de seconde zone. Or, sans Guet-Ndar, il n'y aurait pas eu Saint-Louis. Ça, c'est clair. Et les vagues de migration que Guet-Ndar a connues démontrent aussi comment le Sénégal se constitue. Guet-Ndar est un microcosme. Guet-Ndar montre clairement comment le Sénégal est aujourd'hui constitué. C'est à Guet-Ndar qu'on ne distingue personne, ni par ses origines, ni par son ethnie, ni par sa professionnalisation. Tout le monde, celui qui vient à Guet-Ndar, peut embrasser le métier que tous les Guendariens connaissent. Donc là, c'est une particularité de Guet-Ndar. Mais les choses également vont se corser. Parce que nous sommes venus, nous sommes devenus pêcheurs en mer, pas parce que c'est une tradition, ça n'a pas été une tradition. Le moment peut être daté. Nous étions peut-être beaucoup plus des pêcheurs du fleuve, d'un milieu fleuvo-maritime. Mais cette histoire-là va être extrêmement importante et montrer aussi la créativité, l'ingéniosité des populations, de la population de Guet-Ndar. Parce que vous savez, on a ici une particularité qui est océanographique, hein, et je pense que Massar est là, quelques collègues
océanographes sont là, nous avons ce qu'on appelle la barre, qui est un phénomène extraordinaire et qu'on ne trouve pas sur toute la côte du Sénégal, sur le littoral. C'est ici particulièrement qu'on trouve ce phénomène. Et cette barre est très symptomatique de ce que va devenir la pirogue guindarienne, le pêcheur en mer. J'en parle, j'ai un texte que j'ai déjà fait, peut-être que je reviendrai par moment dans ce texte, mais je voudrais déjà vous dire que ce qui fait le pêcheur de Guindar, c'est d'avoir eu la capacité de traverser cette barre-là. On les appellera des passeurs, ils seront aussi des pilleurs d'épaves, mais ils seront aussi ce que la femme guindarienne n'a pas su faire. Ce que la femme guindarienne n'a pas su faire, c'est de traverser cette barre. Sinon, elle serait pêcheur comme tous les hommes. Si vous voulez savoir vraiment qu'est-ce que c'est que la pêche à Guindar, adressez-vous à une femme guindarienne. Vous comprendrez très bien. Parce que c'est elle aussi qui, dans l'intimité du foyer, a donné les possibilités, les moyens aux hommes de pouvoir aller en mer régulièrement. Mais ça, c'est toute une histoire aussi de transformation, mais d'abord intime du foyer et qui a permis également la perpétuation de ce métier. Mais jusqu'à quand? Ça aussi, c'est des questions que je vais aborder, que je pense être intéressantes à la lecture et ce qui démontre aussi comment le Sénégal évolue. Parce que Guindar n'est pas détaché non seulement de Saint-Louis, mais du système qui l'englobe, qui se trouve être le Sénégal. Mais le Sénégal a ses différents moments historiques. D'abord la concession, ensuite le comptoir, ensuite toute l'expansion coloniale qui va se poser. Et dans cette expansion coloniale aussi, nous allons trouver les Guindariens. Alors, ce sont les seuls Guindariens que nous trouvons de la Mauritanie jusqu'au Libéria qui ont cette particularité de migrer. Il n'y a pas autre communauté en dehors des Ghanéens. Les Ghanéens, ils viennent, il y a une période où ils venaient jusqu'à Saint-Louis, mais le rayon d'action s'est rétréci. Ça s'est arrêté vers Elenkin, Enampor, etc. Mais ce n'est pas allé plus loin, parce qu'en fait, la présence des pêcheurs piroguiers est extrêmement importante au Sénégal, ce que nous appelons très simplement la pêche artisanale. Mais sachez que cette pêche artisanale-là a été un des leviers à la limite aussi de la construction nationale. Parce que si on a un marché national du poisson, c'est du fait des pêcheurs guindariens en particulier. Il y a également une différence entre les guindariens et les Lébou. Parce que je pense que cette question trotte quelque part dans la tête des gens. Mais Guindar n'est pas une ethnie. C'est une communauté qui s'est construite autour de deux choses. La religion et le travail. Et le travail ici, c'est la pêche. Et tout ce qui lui a permis d'aller en mer et d'être un pêcheur professionnel maritime, cela s'est passé dans l'écosystème fluvio-maritime. Avec tout ce que cela comportait d'activités qui n'avaient rien du tout à faire avec la pêche. Parce que c'est en fait des lapoteaux, des manœuvres, du commerce concessionnaire qui vont, à partir des côtes, faire la navigation sur le long du fleuve de Saint-Louis à Caille. Vous avez entendu par exemple le Taré Gandiol, les pirogues faites d'assemblage de bordées, de trucs, qui étaient complètement différentes de la pirogue par exemple qu'on trouve dans le Waalo. Dans le Waalo, on a le mboul, enfin, c'est une coquille d'arbre qui a été dividée grossièrement et qu'on utilise pour les besoins du fleuve. Ça allait très bien avec le fleuve. Mais quand la pirogue guindarienne va être montée, ça va être autre chose, complètement différente. Or, ce qui s'est passé, Babacar vient de le dire tout à l'heure, Guindar, peut-être un parc à Bessiou, mais à l'époque on ne pouvait pas parler de parc à Bessiou, mais on pouvait parler de populations qui
qui par vague ont migré. Ces populations sont soit ou des éleveurs, ou des chasseurs, ou des agriculteurs. Il se trouve qu'ici, les premiers sont les agriculteurs. Ensuite va venir, ce que j'allais dire, les jeunes, mais en fait, les populations almoravides, qui vont également venir jusqu'ici à ce culte de sac-là que se trouve être la langue de Barbarie. Donc, il y a eu ça, mais il y a également ce que nous appelons le Walo aujourd'hui. Si on veut le regarder seulement dans sa partie sénégalaise, c'est pas ça le Walo. Le Walo était plus large que ça. Et si vous comprenez, dans notre historiographie, qu'est-ce que c'est que le Walo dont on parle Babacar tout à l'heure, mais ce Walo-là, aujourd'hui, moi je le trouve en territoire mauritanien. C'est ce qu'on appelait la 8e région devenue Kermassène. Les gens qui ont quitté Adji, les villages de Adji, etc., ont eu à pérégriner pour venir, pour arriver ici, en plusieurs vagues et en plusieurs mouvements qui sont passés. Et ça, je crois que dans la session de demain après-midi, un historien, un traditionnaliste comme Babacar Sen va vous en parler. Donc ce sont ces populations-là, mais bien sûr avec les Gandiolais, qui vont également, les Gandiolais venus du Cayor, du Jolof également, vont s'intéresser autour donc du comptoir aussi, parce que c'est la concession, c'est le comptoir aussi qui attire. Et ça c'est normal. Mais le premier lieu de réception, d'accueil, c'est essentiellement Gendar. Et cette tradition a continué jusqu'à maintenant. Et peut-être que bon, dans la période récente, les choses peuvent avoir changé, mais venir à Saint-Louis, tu séjournes d'abord à Gendar avant d'avoir d'autres opportunités pour aller s'établir quelque part dans Saint-Louis. Et c'est ça que Saint-Louis s'est aussi constitué. C'est pourquoi je disais à Babacar dans nos discussions qu'il faut savoir, il faut rechercher les passerelles qui existent entre Gendar et le comptoir, la concession et le comptoir. Parce que sans cette présence-là, ça n'aurait été jamais possible de parler de Saint-Louis à l'heure actuelle. Parce que Saint-Louis est la 3e île. Ce que nous connaissons aujourd'hui comme Saint-Louis est la 3e île que les Européens ont habitée. Mais ces îles-là ont disparu aujourd'hui. La seule île qui est restée et qui survit aujourd'hui, c'est Saint-Louis. Et encore, j'espère que si elle a survécu encore après 2003, nous connaissons les conséquences. Donc voilà, il y a toute cette ambiance-là qui fait qu'aujourd'hui, un ensemble de facteurs qui fait qu'on ne peut pas parler de l'évolution de Saint-Louis sans vraiment aller regarder ce qui se passe à Saint-Louis, à Gendar. Qu'est-ce que Gendar a constitué dans cette marche-là de Saint-Louis. Donc ça, c'est un aspect lié à l'histoire. Et ça, nous pourrons en discuter aussi. Parce que récemment, j'ai lu dans Dar Info quelque part, quelqu'un du Gandiolais, dire que, mais il pensait au village de Liberté, que Gendar était, comme Santiba, un village de liberté. Et beaucoup de gens ne connaissent pas aussi cette conception de village de liberté. Parce qu'à la fin de la traite, il y a eu des villages de liberté qui ont été établis en Afrique occidentale, du Mali jusqu'ici au Sénégal. Il y en avait Khor et Cité Vauvert, etc. Et Santiaba aussi aurait dû être un village de liberté également. Mais ils ont trouvé déjà Saint-Louis sur place. Donc voilà, un ensemble de choses qui font que il nous faut relativiser certaines choses. Et il nous faut recourir aussi à la culture locale, à nos traditionnalistes pour comprendre un certain nombre de choses. Peut-être qu'ils ont un problème de datation. Certes, c'est vrai, mais les faits majeurs, les faits marquants, ils savent les repérer à travers des généalogies qu'on ne peut pas remettre en question. Donc ça aussi c'est un aspect important pour notre connaissance de l'histoire contemporaine et comment il faudrait qu'on s'appuie sur ces recherches-là. Et moi, par exemple, pour faire ce travail-là sur Gendar, moi j'avais utilisé essentiellement ce qu'on appelle les histoires de vie et les récits de pratique qui m'ont permis véritablement d'entrer dans le vif de l'histoire de Gendar. Mais outre élément aussi, c'est que Gendar est dans la constitution du Sénégal, dans la construction, je veux dire, du Sénégal. Mais vous vous souvenez aussi que la première chute de Saint-Louis,
ça a été le transfert de la capitale. Et qui a fait vraiment descendre Saint-Louis, et n'eût été la pêche aussi, Saint-Louis n'aurait pas soutenu. Le véritable levier qui lui a permis de résister, ce n'était pas ni le commerce et ce n'était pas encore l'administration. C'est d'abord la pêche qui a donné du travail à tous ceux qui veulent gagner leur vie honnêtement et décemment. Parce que c'est à Guet-Ndar aussi, quand je prends cet aspect-là, c'est à Guet-Ndar aussi que on pouvait être en sécurité en tout temps et en toute heure. C'est à Guet-Ndar aussi, et je revois les belles lettres de Moustapha Ngaïdé sur Guet-Ndar. Quand j'ai lu ça, et je vous invite à lire comment dirais-je encore, les récits de Ngaïdé sur Guet-Ndar, je me dis, mais voilà au moins un témoin qui n'est pas sorti de la bouche d'Abdoulaye Sène et qui montre toute l'activité, toutes les valeurs qui sont développées autour de Guet-Ndar. Donc ça aussi, c'est extrêmement important, cette sécurité-là que Guet-Ndar a offert tout le temps aux populations, désarçonnées, désarmées. D'ailleurs, il y a un truc qui disait que les Walo peuvent nager. Donc, s'ils sont ici au niveau de Toubé, ils vont échapper au razzia, etc. Les Gandiolais aussi vont dire la même chose. Nous pouvons aller nous mettre sur la langue de Barbarie et on va échapper au méfait du Damel, par exemple. Donc, tout cela a fait que... Merci beaucoup. Tout cela a fait que Guet-Ndar est resté ce lieu de refuge. Mais également un lieu pour moi qui fait qu'on a toujours su compter sur soi-même. La question de la dignité qui effleure chez les Guet-Ndariens qui font d'eux des gens, bon, j'allais dire un peu... n'est pas certes étranger à cette activité, à ce vécu, cette sociologie du groupe qui fait qu'on n'a pas peur parce qu'il n'y a que la vérité qui importe pour nous. Quel que soit le fait, l'acte commis ou pas, il n'y a que la vérité qui compte. Donc à partir de ce moment, tu ne peux pas avoir peur quand tu sais que tu es du côté de la vérité. Et ça qui fait que aussi, ce courage-là leur est venu aussi de la mer. Parce que la mer, ce n'est pas le fleuve. Le fleuve, on peut y dompter ses animaux. Et nous avons toute une cosmogonie autour du fleuve. Alors, comment les gens... Parce que le fleuve aussi, bon, ce qui se fait sur le fleuve, c'est une chasse simplement. Mais ce n'est pas une pêche. Non, André Leroi-Gourhan fait vraiment la différence entre la chasse et aussi la pêche. La pêche suppose également de mettre en branle une certaine ingéniosité, une certaine réflexion, une certaine, j'allais dire, technicité qu'il faut développer régulièrement, mais qui n'est pas acquis comme ça, simplement parce que c'est la tradition, etc. Non, non, non. Ici, il s'est passé autre chose, et autre chose d'extrêmement étonnant. Et vous pouvez même le constater, peut-être on peut faire sortir un animal du fleuve en faisant la magie, le diac, mais ça ne se passera jamais en mer. En mer, on n'a jamais vu quelqu'un, à moins que qu'on m'informe là-dessus, mais je n'ai jamais vu faire sortir de la mer les mamiwata, etc. là. Non, non, on ne les a jamais fait sortir du fleuve. Pourtant, nous avons notre Mam Koumabang. Notre Mam Koumabang aussi, personne ne la fera sortir du fleuve. Voyez-vous? Donc la mer demande autre chose. La mer invoque beaucoup plus un processus d'apprentissage et que dès le bas âge, l'enfant doit être animé, doit passer par là. L'enfant, c'est d'abord le Dara, l'école coranique, où il va avoir un certain nombre de valeurs, mais le métier, ce sera le fleuve et la mer.
le fleuve et la mer. Et le Guindarien va passer toute sa vie comme ça. Au point que tout ce qui est hors de la mer, hors de Guindar, ne l'intéresse pas. Pourvu qu'il trouve son compte, qu'il règle sa vie à l'intérieur de la communauté. Et pendant longtemps, même là, quand ils ont migré aussi, c'est le même comportement qu'ils ont eu. Je m'échine à leur dire chaque fois, quand je les trouve dans les villes où ils sont établis sur le littoral, mais bon sang, ce que vous représentez ici en tant que pouvoir économique, mais il faut que ce pouvoir aussi puisse être un pouvoir de décision dans la communauté où vous êtes. Par exemple, si vous êtes à Joal ou à Mbour ou à Kayar, mais le conseil municipal ne doit pas vous échapper. Vous devez être là parce que c'est vous. Si la ville, le lieu vit, mais c'est grâce à vous. Donc, et que vous vous sentez, vous avez vos demeures ici, c'est peut-être que quelques jours, quelques semaines dans l'année que vous quittez. Maintenant, peut-être ça fait un peu plus de 3 semaines parce que ce n'est plus la Côte ni la Tabaski, mais c'est aussi le moment des élections qu'on les fait venir en bus pour aller voter à Saint-Louis. Je dis non, il faut arrêter ça. Il faut prendre ses responsabilités là où on se trouve et là où l'on est. Mais aussi une autre chose qui ne doit pas nous échapper. Vous savez, dans les rapports entre nos États, en matière de coopération sud-sud, si l'éducation a permis d'amener des Sénégalais, par exemple, aux Comores, etc., vous voyez les traditions que nous avons avec eux, mais le deuxième secteur économique qui a fait l'objet de coopération bilatérale, c'est la pêche. Ils sont les pêcheurs de Guindar, qui sont établis aussi bien dans l'ex-Dahomey qu'au Togo. Et il y a encore des relations familiales qui sont tissées jusqu'à maintenant, mais que vous retrouvez aussi en Guinée. Je les ai trouvés en Guinée, au Libéria. Donc ces populations-là, il faudrait le reconnaître ce qu'ils sont. Il y a une déconstruction qu'on doit faire sur Guindar, vu l'image qui est véhiculée jusqu'à maintenant. Il suffit de prendre ici une carrosse là. Présentez-vous comme un touriste et demandez qu'on vous parle de Guindar. Mais le charretier là, hein, le cocher là, s'il vous parle de Guindar, vous n'aurez jamais envie d'y aller. Promenez-vous dans l'administration, dans les trucs de l'administration, quand vous parlez de Guindar, s'il n'y a pas quelqu'un qui a une empathie pour Guindar, mais excusez-moi, ce que vous allez entendre, c'est autre chose. Et ça, nous ne le vivons pas. Guindar n'est pas à part de la société sénégalaise et à fortiori de Saint-Louis. Je ne parle pas en tant qu'intellectuel, en tant que professeur d'université. Mais Guindar connaît toutes les catégories socio-professionnelles qui existent au Sénégal sont présentes à Guindar. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Parmi les illustres fils de Saint-Louis et du Sénégal, mais celui qui a fait développer le mouvement Scout pionnier, c'est qui? D'où il vient? Ousmane Sertiane, d'où il vient? Le plus grand sportif connu au plan mondial, c'est qui? Badine, c'est qui? D'où est-ce qu'il vient? Baïmbari. D'où est-ce qu'il vient? Et tant d'autres. Et tant d'autres. On peut en citer. Les plus grands, j'allais dire, marabouts du Sénégal, les plus connus, dirigeants de Tariqa, les plus connus, ont tous séjourné ici. Il y a une raison. Il y a une raison. Donc, mais pourquoi Guindar doit être ravalé à cette image-là, puante, quelque part? Non, il faut qu'on redresse ça. Il faut qu'on redresse ça. Il faut qu'on rectifie. Pour savoir que Guindar mérite autre chose, il doit être reconnu pour ce qu'elle est. Et même si nous l'objet de la raison de cette rencontre avec les histoires de Yarach, mais également de Gambie, où on les a trouvés, on a saccagé tous leurs biens, pour des faits qui n'étaient pas commis par quelqu'un qui est de Guindar, mais simplement quelqu'un qui est employé chez les Guindariens. Et ça aussi, c'est une transformation extraordinaire. Et ça, dans le texte là, vous allez le voir, je vous donne, j'en ai parlé. Il s'agit de deux choses. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez rappeler le contexte, ceux qui ne maîtrisent pas très bien, quand vous parlez des événements qu'il y a eu à C'est récemment, voilà, récemment, cette année, il y a eu, enfin cette année, entre 2020 et 2021,
Hein? Oui, il y a eu des événements qui sont passés. D'abord, la première réaction, bon, si on parle de Saint-Louis, c'est la réaction des pêcheurs, des organisations des pêcheurs, par rapport à l'État. Et au comportement de l'État et de la municipalité de Saint-Louis. Il faut que les choses soient claires. Le deuxième événement, c'est ce qui s'est passé entre deux communautés, c'est à Kayar. C'est à Yarach. Je parle des événements récents. Parce que ce ne sont pas non plus les premiers événements. Et le troisième s'est passé en Gambie. Et des populations de Gendariens sont établies en Gambie depuis plus de 2 siècles. Figurez-vous. Tous les sectes que vous trouvez à Banjul sont certainement originaires de Gendar. Par exemple. Il y a aussi les événements qui sont passés aussi à Gambie, comme je l'ai dit, Yarach. Mais à la lecture, à l'analyse de ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, nous avons un problème d'accès à la ressource et de conquête, de compétition pour accéder à la ressource. Cette compétition, elle est redoublée, elle est renforcée aussi par un autre facteur, par un autre élément de concurrence qui se trouve être la pêche industrielle. Mais je vais revenir là-dessus. Déjà, entre les communautés, j'allais dire la pugnacité, la dextérité, le professionnalisme des pêcheurs de Gendar en mer, mais sous tout le littoral, crée la jalousie. Ce n'est pas une question subjective. C'est par le nombre de captures débarquées et des gens qui font vivre toute une communauté, mais quelque part, excusez-moi, ça fait quelque chose. Peut-être c'est mal placé, c'est malsain, parce que leurs propres enfants, leurs propres progénitures peuvent être formés dans la pirogue gendarienne, mais bon, voilà, les sociétés évoluent, se transforment. Il y a des gens aussi qui n'étaient ni loin pêcheurs, mais qui, par l'entreprise, par le capital, veulent entrer dans la pêche, aussi qui font que certains comportements aujourd'hui ont jour. Et ça aussi, on peut les détecter. Ça aussi, c'est présent aussi dans les organisations que les pêcheurs ont mis en place. Mais ça aussi, il y a d'énormes problèmes et qu'un travail est en train d'être fait, par exemple ici au niveau de Gendar, pour que, bon, on puisse aller vers des organisations plus crédibles, des organisations qui s'occupent de la défense des intérêts des pêcheurs en tant que tels, et que, bon, ce travail est en train d'être fait, et c'est fait aussi au niveau national. Mais quand vous regardez aussi au niveau national, les organisations de pêcheurs qui existent, mais si vous n'y trouvez pas de Gendariens, sachez que cette organisation, elle est moribonde. C'est clair. Alors, l'autre aspect qu'il y a, c'est que d'une production familiale qui offre un foyer, une alimentation, une nourriture, etc., une habitation, on est passé à une production qui est devenue une production de type capitaliste. Et ça, je décris les formes de développement de l'activité familiale qui est devenue par la suite, du fait du marché, une petite production marchande. Et de cette petite production marchande, comment on arrive à l'effet capitaliste pur, principalement avec la présence d'un type de pêche qui est la scène tournante. Qui est quoi? La scène tournante. Mais cette scène tournante, quand elle va apparaître, elle trouve en place des conflits extrêmement importants entre la pirogue et le navire, le chalutier. Le chalutier qui va jusqu'à entrer dans la zone du pêcheur et va également détruire les territoires de pêche du pêcheur. Parce que le pêcheur en mer a des territoires bien connus, bien fixés dans leur tête, bien géolocalisés, mais d'abord dans leur tête. Oui. Et ces zones-là, moi je peux vous citer le nombre dans cette zone mauritanienne, là, juste ici, le nombre de territoires de pêche de Gendar. Aujourd'hui, nous allons avoir un autre problème, ce qui est avec l'exploitation du gaz. Ça aussi, c'est un autre aspect, mais on va en venir également. Et tous ces problèmes-là,
voyez-vous, concentré sur une seule communauté, mais Djambar, on a des problèmes. Hein? Mais nous n'avons pas encore trouvé la solution, et cette solution, elle est véritablement politique. D'abord, dans l'absence de diplomatie de la pêche, ce que j'appelle une diplomatie de la pêche. Parce que vous ne pouvez pas avoir une pareille communauté reconnue partout, et que dans les années 60, on envoyait comme coopérants dans les autres pays africains, et vous ne tenez pas compte de cette communauté. Donc il y a une absence de volonté politique. Les problèmes que nous avons avec la Mauritanie n'auraient jamais dû se faire. Parce que la pêche a devancé les relations entre le Sénégal et la Mauritanie en Mauritanie. Si le Mauritanien connaît aujourd'hui, Ngaïdé, vous êtes encore là. Si le Mauritanien connaît aujourd'hui le poisson, hein, la dorade ou le tchof, c'est du fait du Guindarien. Nous, quand on connaissait Port-Étienne, ça ne s'appelait pas Nouadhibou. Ce n'était pas aujourd'hui. Des familles sénégalaises, ils sont établies depuis belle lurette. Donc, encore une fois, c'est parce que nous n'avons pas une véritable démocratie devant deux États souverains et qui partagent une même ressource, une même frontière, pour qu'on ait ce type de problème-là que les Guindariens connaissent. Il faut qu'on change ça. Mais on ne peut pas changer une chose si on ne la connaît pas. On peut connaître la terre ferme, on peut connaître l'agriculture, on peut connaître l'élevage. Mais quel président de la République, quelle autorité a survolé la mer pour aller voir comment travaillent les pêcheurs? Ça n'a jamais eu lieu. Mais il faudrait maintenant qu'on en arrive à faire des manifestations comme les autres salariés le font, fonctionnaires ou autres, à le faire en pleine mer. Et ce jour-là, la presse internationale va venir voir ce qui se passe à Guindar. Et du fait aussi également de l'exploitation du gaz par BP. Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour, et ça je l'ai dit également dans le texte, BP n'a pas encore reconnu les impacts négatifs qu'il a sur les pêcheurs de Guindar, jusqu'à ce jour, et sur Saint-Louis d'une manière générale, et sur le Sénégal d'une manière générale, par ailleurs. Aujourd'hui, on n'a pas encore exploité, mais les impacts, les gens vivent aujourd'hui ces impacts-là, au moment où nous sommes. Parce que c'est celui qui t'empêche d'accéder à la ressource t'empêche de vivre. Et c'est ce qui se passe. Mais dans le respect des normes internationales, BP doit agir autrement, doit véritablement apporter des solutions de mitigation aux populations guindariennes. J'entends des choses, et ça qui fait ma crainte. Qu'allons-nous devenir? Est-ce que nous devons choisir entre le poisson et le gaz? Est-ce que ce qu'on nous propose du moins, c'est l'aquaculture? Mais l'aquaculture, quelle aquaculture? Vous qui connaissez qu'est-ce que c'est que la ressource halieutique, on va vous proposer d'aller faire de l'aquaculture. Mais attendez, c'est pas sérieux. Moi, aquaculture, un diplômé de l'université de Dakar, qui chôme, qui n'a rien à faire, on peut aller lui proposer, dans des normes bien déterminées, bien calibrées, d'aller faire une aquaculture. Mais le pêcheur de Guindar, qui déjà prend sa retraite à partir de 35 ans, vous lui proposez d'aller faire de l'aquaculture. Combien d'années il va faire pour pouvoir produire? Soyez sérieux. Et qu'est-ce qui va nourrir sa famille en attendant? Mais il n'existe pas d'autres possibilités. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui? Et ça, nous l'avons démontré aussi. Le pêcheur guindarien est arrivé avec sa pirogue à aller jusque là où pêche le navire. Là où, dans les zones, je veux dire, les plus éloignées possibles. En haute mer. Pendant une dizaine de jours, en préservant également la ressource, en la conservant correctement, jusqu'à ce qu'elle arrive à terre. Mais à terre, qu'est-ce que nous trouvons? Une ville comme Saint-Louis, réputée pour la pêche. Il n'y a pas de port de pêche. Mais Ndiago qui vient de naître là, Ndiago vient d'avoir un port de pêche. Qu'est-ce qu'on veut? Et on a vu aussi ce que propose le gouvernement mauritanien sur l'utilisation de Ndiago. Mais c'est encore une façon, peut-être certainement, d'aller détruire Saint-Louis.
Quel est Qu'est-ce que c'est Ndiago? Ndiago, c'est une bourgade mauritanienne qui est pas loin d'ici, à quelques, même pas 20 km de Saint-Louis. Et beaucoup de Ndiago, des gens de Ndiago, sont des Gendariens, mais devenus Mauritaniens. Mais également des Ndiago sont devenus aussi Gendariens. C'est le même mouvement de va-et-vient de population. Mais on est aujourd'hui dans un contexte international. Et dans ce contexte international, il faut reconnaître la souveraineté des uns et des autres. Mais aujourd'hui, le pêcheur lui-même, et ça je l'ai dit que le pêcheur a épuisé ses cartouches. La pirogue ne peut plus faire autre chose. Mais en dehors de la pirogue, qu'est-ce qu'il y a? Pose la question. Quel armement on peut avoir en dehors de la pirogue? Il n'y a pas d'autre armement en mer. Quel armement on a en dehors de la pirogue? Je pose la question, les gens. Construire des bateaux. Des bateaux. Des bateaux. Et il ne peut pas y avoir de bateaux sans port. Donc les deux sont liés. Il ne peut pas y avoir non plus de phénomènes aussi déplorables qu'on a vus ici à Saint-Louis. Des tonnes et des tonnes de sardines déversées sur le fleuve, faute de conservation. Mais qu'est-ce qui empêche Saint-Louis de le faire? Mais diable, mais on est dans l'impuissance ou quoi? Qu'est-ce qui fait que Saint-Louis ne peut pas être doté d'infrastructures qui va effectivement dominer, montrer à la pêche qu'elle peut évoluer? Et encore, sur le pétrole, sur le gaz, ce qui va nous arriver est encore beaucoup plus dramatique. Si BP ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis de ses impacts, parce que BP ne nous a pas encore présenté un plan de gestion environnementale et sociale. Et c'est là que BP doit prendre son engagement pour dire que je vais faire ceci ou cela pour les pêcheurs, pour les impacter directs et les impacter aussi indirects. Mais c'est aussi autre chose. On veut nous faire confondre ce qu'on appelle une responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise avec la gestion des impacts que vous avez produits vous-même. Ouais. La RSE, c'est une démarche volontaire. Mais la gestion des impacts sur l'environnement, c'est une obligation. Exactement. Alors, on veut nous faire passer tout ça. BP ne fait que de la RSE. Mais de notre côté, du son du gouvernement, on entend parler de contenu local. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il y a dans le contenu local? Quelles sont les activités qui font que le Guindarien peut se dire que moi, dans ce contenu local-là, je peux savoir à quoi m'agripper pour continuer mon activité, pour être une personne digne et décente? Vous avez parlé de la migration clandestine, etc. Mais la migration clandestine n'est possible que parce que les gens ne peuvent plus aller dans la pêche, ne peuvent plus rester longtemps. Et le salariat existe bel et bien dans la famille du piroguier. Et c'est aujourd'hui, vous entendez des travailleurs en mer dire que nous allons en grève. Et ça existe à Guinda. Mais ce sont ces gens-là. Ils ne sont pas de la famille du pêcheur. Ils viennent d'ailleurs. Mais c'est normal aussi que quand les choses se passent de tel autre, ils prennent leur instrument de revendication. Et ça, il faut le reconnaître. Mais donc tout cela, mais c'est faute d'aménagement. Il y a bientôt 5 ans, là vous étiez bien présent, quand avec la Commission mondiale de l'éthique des connaissances scientifiques et des technologies, on est venu ici à Saint-Louis, parce que le cas de Saint-Louis était vraiment phénoménal, pour montrer l'action humaine sur son incapacité, ou en tout cas, si les questions ne sont pas redressées, ne sont pas tolérées comme il le faut, mais nous allons avoir d'énormes problèmes. Et sur la question de l'éthique de l'eau, nous avons également amené ici un groupe pendant une semaine qui a discuté avec les populations également de Guinda en une journée. Ils ont visité, ça a été de la partie. Donc tout ce que je dis là, ça peut être vérifié. Voilà des questions auxquelles, mais quelles sont les perspectives qui vont s'ouvrir à nous? Mais vous voyez, tout cela a été le fait de communauté, pour se donner une identité, pour se donner une culture. Mais aujourd'hui,
qu'est-ce qui l'accompagne politiquement à pouvoir continuer ce travail-là qui n'est pas allé chercher ailleurs. Les ressources dont il dispose, il n'est pas allé chercher ça ailleurs. Il le trouve ici sur place. Depuis le modèle, j'allais dire, pas la maquette, mais le prototype qui lui a permis d'aller en mer, mais c'est sur son laboratoire, c'était le fleuve. Le milieu fluvio-maritime là, sur lequel nous nous trouvons. Et ça a continué jusqu'à ce jour. Le premier conflit traité par un tribunal sur la pêche à Saint-Louis, c'est en 1908. C'est sur ce qu'on appelle le Tiakhal Toubab, la scène de plage ici. Que nos familles saines là étaient les principaux artisans de la scène de plage, du Tiakhal Toubab. Donc voilà un ensemble d'événements qui font que même au Sénégal, quand les gens sont retrouvés dans une période de sécheresse et que l'agriculture ne donnait plus rien, mais la pêche a trouvé un boom véritable avec l'arrivée de milliers de personnes autour de la pêche, pour leur donner des activités aussi annexes et connexes à la pêche. Voilà, donc globalement, ce que je voudrais un petit peu partager avec vous. J'espère que je n'ai pas oublié les grandes lignes de ma communication. Mais toujours est-il que on a des questions à se poser. Aujourd'hui, la mer est une nouvelle donne économique. Cette nouvelle donne économique, il y a des acteurs différents les uns des autres. Et ces acteurs-là, il faut qu'on trouve un terrain d'entente pour qu'on puisse utiliser la ressource maritime comme il le faut et dans les meilleures dispositions. Le pêcheur a sa place en mer, l'exploitation du gaz a sa place en mer. Essayons encore une fois de pouvoir véritablement gagner sur la ressource et sur les opportunités que Saint-Louis offre. Saint-Louis offre d'énormes opportunités à ses populations. Gageons de pouvoir travailler dans cette direction et c'est sur ces mots-là que je voudrais terminer avec votre...